Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. La rupture n'avait jamais été aussi proche entre la CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont pris acte ce week-end de la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger de se retirer de l'organisation ouest régionale. Pour en parler, je suis en compagnie de Frédéric Tchougui, analyste politique. Bonsoir. Merci de me recevoir. Et Abdou Fleur, analyste géopolitique. Bonsoir Abdou. Bonsoir. Alors, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Comment c'est? Alors, moi, je pense personnellement qu'on peut analyser cette rupture de deux manières différentes. On doit se passer d'un point de vue de la CEDEAO, mais aussi d'un point de vue des pays de l'AES. Alors, vous savez que lorsqu'il y a eu les coups d'État qui ont été perpétrés au Mali en 2021, au Burkina Faso en 2022 et au Niger en 2023, il y a eu, au niveau de la CEDEAO, une non-acceptation de ces coups d'État. Parce que ces coups d'État remettent en question les préceptes mêmes de la CEDEAO, qui est une organe qui se dit démocratique. Et par la suite... Qui se dit, vous avez un doute? Et donc par la suite, il y a eu donc un embargo économique qui a été mis en place par la CEDEAO vers ces pays-là. Parce que le deal en réalité, c'était que très bien, vous prenez le pouvoir par la force, mais nous souhaitons que dans les prochaines semaines et les mois qui suivent, vous mettez en place des élections démocratiques. Et ça n'a pas été le cas. Donc la CEDEAO a été réfractaire directement par rapport à ces trois coups d'État. Juste pour faire un focus sur le Niger, vous vous rappelez sans doute, il y a eu énormément de discussions entre le Niger et la CEDEAO. La CEDEAO a mis des ultimatums disant qu'il faut réhabiliter le président Bazoum. Il y a même une volonté d'intervenir militairement. Exactement. Remettre le président Bazoum en fonction, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, on est arrivé donc à ces sanctions économiques. Et maintenant, on se place du second point de vue, celui de l'AES, donc les pays de l'Alliance des États du Sahel, qui, premièrement, ont rejeté ces embargos économiques. Pourquoi? Parce qu'ils jugent que cela ne rentre pas dans l'intérêt de leur peuple, ce qui est normal. Mais dans un deuxième temps, surtout, ils dénoncent le fait que la CEDEAO soit inféodée en réalité à l'impérialisme occidental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont l'impression, que la CEDEAO est une succursale, entre guillemets, des États-Unis et de la France pour continuer à mettre son emprise sur la CEDEAO en réalité. Donc il y a ça. Et ensuite, le point important, c'est que les États du Sahel veulent créer une force sécuritaire entre eux, donc des nouveaux partenariats aussi politiques et économiques, afin de pouvoir créer une nouvelle zone, entre guillemets, de libre-échange. Mais il faut aussi mentionner, et je pense que c'est très important, de rappeler que les pays de l'AES sortent uniquement de la CEDEAO, mais pas de l'UEMOA. Donc, en fait, ils vont conserver le franc CFA. L'Union économique monétaire ouest-africaine. Tout à fait. Donc, c'est très important de le dire. Donc, ils vont conserver ces attributs monétaires, mais veulent aller petit à petit vers une indépendance. Abdou. Alors, principe sacro-saint en droit international, principe de la souveraineté des États. Sous cet angle et en vertu de ce principe, les États sont libres de définir leur politique nationale, internationale et surtout d'adhérer librement ou non à des organisations régionales, sous-régionales, internationales. À ce niveau, il n'y a aucun problème. Mais si je me réfère à l'esprit des pères fondateurs, j'ai juste envie de dire c'était inévitable. Inévitable dans le sens où le seul destin, le destin de l'Afrique réside dans son unité. Et c'est ma conviction. À l'ère des grands ensembles, au moment où même certains pays africains, notamment le Sénégal, sont candidats pour intégrer les BRICS, qui sont très éloignés du point de vue géographique, on voit des pays africains sortir de la CEDEAO. Moi, je ne peux pas le comprendre. C'est une alliance de circonstances que je peux comprendre. Trois pays qui arrivent par un coup d'État et peut-être qui ne correspond pas au fonctionnement même de la CEDEAO, et avec peut-être la France aussi qui est indexée, ou en tout cas la CEDEAO, les membres de la CEDEAO, qu'ils sont inféodés à la France, je peux comprendre leur stratégie à très court terme, à moyen terme. Mais moi, à la place, je pense que l'idéal aurait été d'aller vers une coopération militaire sur le court terme, mais aller vers une fédération, voire même une confédération, voire même une fédération, et surtout sortir complètement de la CEDEAO, ne me paraît pas la meilleure option, surtout sur le long terme. Il a évoqué tout à l'heure
leur maintien au niveau de l'UEMOA. Cohérence pour cohérence, s'il faut aller vers une monnaie unique, une monnaie pour ces 3 pays, il faut naturellement sortir de l'UEMOA. C'est une évidence. Sans parler même des conséquences. L'exemple le plus illustratif. Tout à fait, je vous en prie. Merci Abdou. Mais le Sénégal et le Togo ont demandé à leurs États pairs d'instaurer un délai de 6 mois pour permettre la réflexion à ces États au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Est-ce que ça vaut la peine, franchement? Personnellement, si vous me permettez, personnellement, je pense que le divorce est acté. Aujourd'hui, la rupture est inévitable parce que on se rend compte par rapport à ce que j'ai exposé au début qu'il y a une réelle rupture au niveau de l'idéologie même. Ce n'est même plus une question d'accord économique, d'accord sécuritaire. C'est vraiment une idéologie où il y a 2 camps qui s'opposent. Clairement, le camp qui est vu par l'AES comme inféodé à l'impérialisme et l'AES qui on peut appeler, certains les appelleront des putschistes, d'autres les appelleront des libérateurs. En tout cas, je laisse aux téléspectateurs le soin de choisir comment ils veulent les nommer. Mais il y a cette envie de sortir totalement de l'emprise des États occidentaux. Donc, on est dans ce narratif-là aujourd'hui. Donc, je pense que les 6 mois, en réalité, ne vont pas changer grand-chose. Peut-être qu'ils vont mieux définir parce que ça donne quand même un certain laps de temps. Vous savez, ils se basent aussi sur les 6 mois. C'est dans les textes de la CEDEAO. Aussi de s'organiser. Voilà, exactement, de trouver un terrain d'entente pour que la sortie se fasse de manière la plus pérenne et la plus concise possible. Abdou, 6 mois pour sauver. C'est toujours bien. Ce mariage. C'est toujours bien de dialoguer, de discuter. Comme on dit dans le jargon. C'est vous qui êtes médiateur. En tout cas, dans le cadre de la guerre, justement, il faut toujours donner une porte de sortie à l'autre. On n'est pas dans le cadre d'une guerre, mais il faut donner toujours la possibilité à l'autre de revenir, à l'autre de revoir sa position. Je crois que c'est une bonne chose, même si ma conviction est que le divorce est consommé, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure. Et c'est très dommage parce qu'on connaît ce qu'on gagne aujourd'hui, mais on ne connaît pas ce qu'on perd. Et le grand perdant, je crains que ça risque d'être les populations de ces 3 pays. Et avec aussi une zone géographique très large qui n'est pas maîtrisée, avec des défis, notamment sécuritaires. Et moi, c'est vraiment à ce niveau que je pense qu'il faut mobiliser tous ces grands médiateurs africains pour essayer de sauver vraiment cette situation et les faire revenir peut-être dans le cadre de la CEDEAO, même si tout le monde est d'accord et on l'a longtemps critiqué. Les institutions internationales, à commencer par les Nations Unies, doivent être réformées. Les réalités de 1945 pour la CEDEAO, 1975, ne sont plus les mêmes réalités aujourd'hui. On a une population très jeune aussi qui a soif de changement, d'indépendance, de souveraineté surtout, au sens propre du terme et à tous les niveaux. Donc, il faut rester à la maison et se battre pour une rupture en profondeur, c'est ma conviction. Et je fais le parallélisme avec une maison. Quand sa maison brûle, quand vous avez des enfants terribles, vous avez des enfants, un père de famille a toutes sortes d'enfants, même s'il y a des divergences de point de vue, d'opinion, je crois qu'il faut rester à la maison, essayer de trouver des solutions. C'est mieux que de sortir. Avant de parler de l'AES, moi j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur la mission qui avait été octroyée au président sénégalais pour amener ses frères à la maison. Et c'est un échec. C'est un échec cuisant parce que, comme j'ai parlé tout à l'heure, j'ai fait référence à une idéologie qui sont contraires. Moi, personnellement, je pense que la sortie de l'AES peut être une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'elle remet en question en réalité les préceptes qui ont été, vous savez, la CEDEAO a été créée en 1975. Il y a une grosse révision qui a été faite un peu plus tard. Mais aujourd'hui, la CEDEAO, de mon point de vue en tant qu'analyste, n'apporte pas forcément satisfaction. Et d'un point de vue sécuritaire d'abord, parce qu'on se rend compte que les frontières restent poreuses, les djihadistes continuent à se balader dans l'ensemble de la région. Et de ce fait-là, les 3 pays qui sont les plus concernés en réalité, parce que ce sont les 3 pays du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, continuent à faire face à ces exactions. Et la CEDEAO n'a pas de réponse. Et on a vu aussi avec l'ultimatum lancé au Niger que la CEDEAO est dans une position où elle n'a même pas la possibilité de faire respecter la démocratie dans des pays, alors qu'elle se dit être une organe démocratique, une organe qui en réalité rassemble ces pays-là. Donc,
il faudrait réformer la CEDEAO. Il faudrait repenser un nouveau modèle. Et pour revenir à votre question de base, bien entendu, sur le président sénégalais qui a voulu faire le parallèle ou le pont entre l'institution et ces 3 pays réfractaires, il ne pouvait pas réussir tout simplement parce que le divorce était déjà consommé depuis bien longtemps. Et il n'y avait aucune possibilité aujourd'hui de ramener ces pays de l'AES dans la CEDEAO, dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, parce que les États africains, la jeunesse africaine, tout à l'heure vous avez parlé de jeunesse africaine, a cette soif de souveraineté. Il y a cette soif d'impérialisme, d'auto-impérialisme, de pouvoir décider de sa vision et de comment les choses vont être menées. Et moi, je pense que l'AES l'incarne. Maintenant, il faut revoir la CEDEAO, la repenser pour que peut-être, parce que vous savez, les 3 pays peuvent sortir, mais ils peuvent aussi revenir. Donc, repenser la CEDEAO pour qu'elle travaille réellement pour les Africains. Abdou Fleur. Alors, je ne peux pas parler d'échec, dans la mesure où on dit souvent que le médiateur n'a pas d'obligation de résultat. Il a des obligations de moins. Et si on analyse de très près la situation, les jeux étaient déjà pipés. Et malheureusement aussi, ces 3 pays ne laissent aucune possibilité au dialogue. Ils sont un peu restés sur leurs principes. Donc à ce propos, tout ce qu'ils pouvaient faire, Faure Gnassingbé et Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et Faure Gnassingbé du Togo, ne pouvaient qu'essayer d'arrondir les angles, essayer de mobiliser toutes les ressources, en tout cas, pour essayer d'arriver à une solution. Hélas, ce n'est pas le cas, mais ma conviction est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avenir est le seul maître pour nous dire ce qu'il en sera, sans aussi être dans les secrets des dieux, comme on dit, mais je ne suis pas convaincu que ça soit une solution viable, surtout par rapport à l'avenir. Il a tantôt parlé de bonnes choses par rapport au fait qu'il secoue la CEDEAO. Je suis convaincu. Le seul bémol est que si, par exemple, un État, un gouvernement civil, 2 gouvernements, 3 gouvernements civils avaient peut-être enclenché cette démarche, avaient initié cette initiative, là, je dirais oui, c'est une très bonne chose. Parce qu'aussi, il faut secouer la CEDEAO. Malheureusement, c'est des gens qui arrivent tous de la même manière au pouvoir. Et moi, ma conviction est que, voilà, quand on est un peuple souverain, pour moi, la meilleure arme, la seule légitimité, c'est vraiment l'élection, c'est le vote. À ce niveau, je suis un peu sceptique. Je crois que, d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai parlé tantôt d'une alliance de circonstances. Je crois que c'est plus une alliance de circonstances pour 3 chefs d'État, si on peut les appeler ainsi, qui sont arrivés au pouvoir par les armes et peut-être qu'ils veulent préserver leur pouvoir. Frédéric, à l'aise de circonstances, l'AES. Non, moi je partage moyennement. Pourquoi? Parce que je vais prendre le cas du Ghana. En 1992, lorsque J.R. Rawlings vient au pouvoir, il prend le pouvoir par la force, par un coup d'État. Et ensuite, derrière, ça amoncelle un jeu démocratique. Et aujourd'hui, le Ghana a eu ses élections, et très récemment, là, il y a un mois. Des élections très démocratiques. Très démocratiques. Donc, ça ne veut rien dire, le fait que le pouvoir a été pris par la force. Mais moi, bien sûr, on déploie... C'est la préparation à une démocratie. Je déplore les pertes en vies humaines, bien entendu, que ce type de procédé met en place. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de cela. Ce que je suis en train de dire, simplement, c'est qu'il est peut-être opportun, dans la situation dans laquelle ils sont, dans la situation dans laquelle la sous-région est en réalité. Parce que nous sommes dans une sous-région où il y a énormément de paupérisation de la population. C'est-à-dire que les systèmes démocratiques n'ont pas permis aux gens de mieux vivre. Donc, il y a eu ce coup d'État qui est arrivé. Certains diront qu'il est salvateur, d'autres diront qu'il n'est pas salvateur. Donc, il est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous devons penser à remettre en question l'ensemble des dogmes, mais aussi de la vision que nous avons de la politique africaine de manière générale. Pourquoi? Parce que si un modèle démocratique ne donne pas de fruits, il faut penser à un maintien. Je vais prendre le cas ici, par exemple, même si c'est un régime qui est démocratique parce qu'il y a des élections. Par exemple, le président au Rwanda, pour prendre le cas du Rwanda, par exemple, avec Kagame qui est arrivé, vous regardez comment le Rwanda aujourd'hui est développé. Donc, je ne pense pas qu'il faille forcément être ancré dans des valeurs démocratiques pour développer sa région. Mais il se peut que les juntes, comme certains les appellent les juntes, d'autres choisiront d'autres acronymes,
peuvent remettre en question les préceptes et changer de narratif parce que la situation économique est telle qu'aujourd'hui, les peuples souffrent, il faut le dire. Donc, quelle est la solution aujourd'hui? Rester dans une CEDEAO qui, en réalité, ne donne aucune garantie de quoi que ce soit. Rester dans un jeu politique qui ne permet pas, un jeu démocratique, pardon, qui ne permet pas la possibilité aux populations de mieux vivre, ou essayer vraiment de bousculer les choses pour qu'il y ait un changement. Vous savez, tout grand changement passe par des révolutions. Nous sommes au pays où nous sommes aujourd'hui en France, où nous tournons, c'est le pays de la Révolution française qui a changé les choses. Donc peut-être il faut le faire aussi. Dans ce cas, qu'est-ce qui les aurait empêchés, par exemple, de faire la révolution à l'intérieur? Moi, c'est ma préoccupation. Et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, quant au régime, moi, le meilleur régime pour moi, c'est celui qui donne satisfaction à la population, qui permet aux populations de vivre. Cependant, dignement, qui abrège la souffrance des populations. Mais quand on choisit un régime aussi, il faut l'assumer. Nous ne sommes pas dans une dictature, il y a des monarchies qui l'assument, il y a des dictatures qui l'assument. À ce niveau, il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas avoir une forme républicaine et après vouloir gouverner, venir au pouvoir par les armes. C'est à ce niveau que cela me pose problème. Et encore une fois de plus, en fin de compte, tout ce qui compte, c'est les populations. Est-ce qu'en sortant de la CEDEAO, les populations de la zone de ces trois pays vont s'améliorer? Je peux me permettre d'en douter. Justement, Est-ce que les défis sécuritaires vont s'accroître? Je crois que oui. Donc à ce niveau, à quoi bon aussi se créer davantage de difficultés? Et qui sont les grands perdants de ce divorce? C'est la CEDEAO, hein, clairement. Pourquoi? Parce qu'ils passent de 15 États à 12. Ils sont dans une situation où, lorsque vous perdez des membres, cela remet aussi en cause votre légitimité, en réalité, à pouvoir maintenir un équilibre et une cohésion à l'intérieur de votre organisation. Lorsque vous perdez des membres, cela montre une fébrilité, cela montre qu'il y a une gouvernance qui n'a pas été faite dans l'intérêt de ces populations-là. Parce que, pardonnez-moi de le dire, lorsque vous regardez les grands ensembles aujourd'hui, que ce soit l'Union européenne, je prends cet exemple, ou d'autres confédérations, vous voyez que les pays sortent très rarement de cela, et à part peut-être le Brexit qu'il y a eu, mais c'est très rare. Tandis que là, on se rend compte qu'il y a 3 pays qui sont des pays quand même avec une population importante, avec une superficie importante, qui a des accords économiques à l'intérieur de la CEDEAO qui sont aussi importants. Donc lorsqu'on regarde cela, c'est la CEDEAO qui perd. Et pour terminer, on se rend compte aussi que la CEDEAO n'a pas réussi, et c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je me paraphrase, mais la CEDEAO n'a pas réussi à concentrer et à catalyser les espérances, en réalité, de la jeunesse. Parce que quand on regarde ceux qui viennent au pouvoir dans ces 3 pays-là, ce sont des chefs d'État plus ou moins jeunes, il faut le mentionner. Donc on a l'impression que dans ces zones-là, en réalité, le développement économique reste cantonné aux élites et qui n'imprègne pas le peuple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le peuple se rebelle et que la CEDEAO va se fragmenter. Moi, personnellement, je ne serais pas surpris si dans quelques mois, dans quelques années, il y a d'autres pays qui sortent. Pourquoi? Parce que la CEDEAO, d'après des rapports et d'après mon analyse personnelle, la CEDEAO, on a l'impression qu'elle fait le jeu des grandes puissances et qu'elle ne fait pas le jeu des populations. Si la CEDEAO n'avait pas suspendu le Niger, le Mali, le Burkina Faso, est-ce que les dirigeants auraient enclenché cette procédure-là? Si vous me permettez de continuer, bien entendu, moi je pense qu'ils l'auraient fait. Pourquoi? Parce que dès la base, il y avait déjà ils étaient déjà réfractaires en réalité à rester dans la révolution de l'intérieur, comme disait Abdou, c'est possible aussi. La révolution de l'intérieur, c'est-à-dire il reste à l'intérieur de la CEDEAO et la change, moi je ne pense pas. Je vais me baser en tant qu'analyste toujours d'un point de vue des Nations Unies. Lorsque les Nations Unies viennent dans votre espace, je prends cet exemple et vous allez comprendre pourquoi je fais le parallèle. Lorsqu'ils viennent dans votre espace, ils viennent avec un calendrier propre, ils viennent avec des mesures propres qui sont les leurs et une vision qu'ils ont développée depuis très longtemps. Ils veulent vous l'appliquer dans votre pays. C'est pour ça que, pour faire le parallèle avec la CEDEAO a déjà une vision. La CEDEAO a un mode de fonctionnement. La CEDEAO a une vision politique, économique, sécuritaire et stratégique
qui a été implémenté depuis les années 75. Et aujourd'hui... Avec des dirigeants qui ont toujours donné l'accord, mais s'il y a changement de dirigeant et donc changement de doctrine, il peut pas avoir changement Non, aussi. il ne peut pas avoir de changement, il faut sortir de l'institution. Abdou Pour Fleur. répondre à votre question, il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants. La CEDEAO, naturellement, va beaucoup perdre, surtout en termes de légitimité, en termes de crédibilité. C'est inévident. Et je pense surtout que ça doit être ce qu'on appelle une onde de choc, que ça puisse le secouer, qu'il puisse, je crois, mieux reculer, analyser la situation en face. Et c'est surtout, d'abord, c'est une réforme systémique, vraiment en profondeur, avec d'abord comme objectif premier une autonomie financière et surtout une possibilité de contraindre ses membres. En réalité, souvent, il y a des sanctions, mais la CEDEAO n'a pas de pouvoir coercitif. Mais je crois que l'autre perdant, ce sont les 3 pays de l'AES. Il faut le dire. D'abord sur le plan économique, sur le plan de l'investissement, la CEDEAO quand même a beaucoup investi dans ces pays à hauteur de 500 millions de dollars. Je crois que ce n'est pas négligeable. Vous avez tout à l'heure parlé de la monnaie. S'ils doivent sortir de la CEDEAO, ensuite créer leur monnaie, il est évident qu'ils sortent de l'UEMOA également. Ceci aussi a beaucoup d'implications. Avoir une monnaie, ce n'est pas évident. Il y a des pays qui ont eu leur monnaie. Est-ce que ce sont les meilleurs pays sur le plan économique, sur le plan monétaire aujourd'hui en Afrique? Je crois que non. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces 3 pays sont un peu enclavés sur le plan économique, maritime. Il n'y a pas justement de voie maritime. Donc ça risque d'être très compliqué. Et le plus grand transport, c'est le transport maritime. À ce niveau, c'est problématique également, notamment la libre circulation des biens et des produits. Si ça doit se limiter qu'à ces 3 pays, je crois que ce sera très compliqué. L'autre défi, sécuritaire. On dit souvent que le djihadisme, le terrorisme est un ennemi de l'humanité maintenant. Même les grandes puissances ont du mal à faire face à ce djihadisme. Donc si encore il faut sortir de la CEDEAO, s'ils doivent se limiter qu'à E3, je crois que c'est très compliqué. Et l'autre élément, le risque de s'enfermer, l'enfermement. S'il faut aujourd'hui sortir de la CEDEAO, demain sortir de l'UEMOA, les relations avec la France, avec l'Union européenne ne sont pas au beau fixe. Ils risquent de s'enfermer. Et je suis convaincu qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On est à l'ère de l'ouverture. Certains le disent très bien, on est dans un village planétaire. Et j'aime bien reprendre cette formule de Amadou Kourouma, déjà en 1960, le disait, l'heure des distingués singulières est révolue. Aujourd'hui, nul ne peut se valoir, ne peut s'enfermer en réalité, même une grande puissance. Et ceux qui sont en train de faire à eux, ils ne peuvent pas trouver une solution pour faire face, je crois, à ces nombreux défis, notamment sécuritaires. Moi, une fois de plus, je crois à la révolution à l'intérieur, à une réforme systémique de toutes les institutions internationales africaines, à commencer par la CEDEAO. Mais l'autre grande question, justement, la CEDEAO, est-ce que la CEDEAO résistera vraiment à toutes ces secousses aujourd'hui? Et si on n'assiste pas au dernier jour de la CEDEAO? Juste pour revenir sur un point qui a été essentiel, qu'il a eu très rapidement, vous savez, lorsque ce sont certes des États enclavés, mais il faut savoir que les ports côtiers qui les ravitaillent, aussi des pays qui sont côtiers avec qui ils ont des accords, ont mis en place des systèmes pour les ravitailler, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils gagnent à l'intérieur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que si jamais le Bénin ravitaille le Mali, par exemple, il y a aussi c'est gagnant-gagnant. Ce n'est pas simplement gagnant-perdant. Donc, c'est très important de le mentionner. Maintenant, pour revenir juste à la CEDEAO... C'est un peu comme le Brexit. Oui, juste pour revenir... S'ils décident de sortir, cela emporte toutes les conséquences sur le plan juridique, sur le plan de la libre circulation. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sortis de l'UEMOA pour l'instant. Ils sont juste sortis. Ils vont juste sortir la CEDEAO aussi, la CEDEAO, c'est ça d'abord. Très bien, mais ils ont toujours conservé, si vous lisez les accords, pour l'instant, ils ont conservé le passeport. Le passeport va faire en sorte de toujours leur permettre de se déplacer. C'est peut-être la durée des 6 mois pour... Non, j'ai bien lu, ils ne sont pas sortis de oui, ça. Mais c'est très important de le dire. Mais justement, les affaires étrangères du Mali s'est exprimé à ce propos. Je crois que c'est extrêmement clair. Pour les pays de l'AES, il n'y a aucun souci. Mais pour les autres, on va justement
appliquer En tout cas, rigoureusement les textes dans un premier avec temps, toutes les conséquences juridiques. Ils n'ont pas encore fait. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je parle de l'importance de remettre en question. Cette sortie peut être le catalyseur pour une nouvelle façon de fonctionner. Mais pour le moment, il y a des conséquences. Voilà. Hein, oui, il y a des conséquences claires. Mais des deux côtés. On peut donner un autre pays, tout à fait des deux le côtés. Nigeria et le Niger, voisins, qui dépendent en grande partie des exportations du Nigeria. Donc, ça va être très compliqué. C'est à ce niveau que je pense vice-versa. C'est Ouais. vice-versa, attention. Mais ça dépend de la taille juste pour revenir économique de sur votre chaque pays. question sur la CEDEAO, juste pour revenir, moi je pense aujourd'hui que la CEDEAO n'est plus légitime réellement à pouvoir être un organisme fédérateur. Premièrement, elle s'est mangée des camouflés lorsqu'elle s'est positionnée pour enlever, c'est-à-dire faire partir les gouvernements, les divers gouvernements des différents pays, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, au Burkina Faso. Donc aujourd'hui, il faut totalement la réformer, peut-être changer de nom, penser à un nouveau modèle économique, un nouveau modèle politique dans la sous-région et avec une vision plus indépendance de ces institutions. C'est très important de le mentionner. Nous gardons les mêmes préceptes qu'avant, cela va nous conduire au même résultat qu'avant. Il faut totalement changer les choses au niveau de cette institution. Merci Frédéric. Abdo, pour conclure. À ce niveau, on est d'accord. Conclusion, il faut rester à l'intérieur et faire des réformes systémiques. Il n'y a pas d'autres alternatives. Ensemble, on est plus fort. Comme on dit, seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on est plus fort. Et je crois qu'en fin de compte, j'espère que les 6 mois de réflexion. Le gagnant sera vraiment les populations. Et j'ose en douter si on voit vraiment les nombreux défis auxquels le monde fait face, surtout l'Afrique, notamment économique et sécuritaire. Merci beaucoup Abdou Fleur, merci Frédéric pour ce débat, merci à Robert Clicquot de Bec à la réalisation. Portez-vous bien et à demain.